Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, une vidéo où je vais raconter aujourd'hui vos histoires. J'espère que la vidéo vous plaira, je vais essayer de faire les choses d'une manière un peu différente. Ce qui va se passer, c'est plutôt simple, je vais lire vos histoires, je les ai un peu réécrites mais à la première personne, grosso modo, un peu comme vous-même, vous me les avez racontées, c'est pour ça que j'ai essayé de créer une petite ambiance assez particulière spécialement. Vous me direz dans les commentaires ce que vous en pensez, si ça vous plaît ou si vous préférez le format plus habituel. N'hésitez pas à me le dire, vraiment c'est extrêmement important. Bien sûr, si cette vidéo vous plaît, vous pouvez laisser un j'aime, vous abonner à la chaîne. Vous pouvez aussi me rejoindre sur Instagram pour m'envoyer une histoire effrayante qui vous est arrivée. Ça se passe là-bas, Aken TV, donc n'hésitez pas à me rejoindre là-bas si le cœur vous en dit, ça me ferait vraiment très plaisir. Et si maintenant vous êtes prêts, on est parti pour découvrir ensemble les différentes histoires que vous m'avez partagées. Depuis l'enfance, j'ai toujours eu la sensation que quelque chose me suivait. Une présence tapie dans l'ombre, discrète, mais jamais bien loin. J'ai 25 ans aujourd'hui et je crois n'avoir jamais vraiment vécu dans une maison ordinaire. Où que j'aille, l'étrange finit toujours par s'inviter. Tout a commencé dans notre première maison, juste en face d'une église. Une bâtisse modeste, posée sur une vieille rue dont on disait qu'elle avait été construite sur une partie oubliée du cimetière paroissial. Une nuit, alors qu'on dormait, ma mère a entendu des rires dans le salon. Des rires d'enfants, légers, presque joyeux. Elle a cru que c'était nous, en train de faire les idiots hors du lit. Elle a crié, mais personne n'a répondu. Alors, elle est montée à l'étage, furieuse. Elle a ouvert la porte et elle nous a tous trouvés paisiblement endormis. Enfin, c'est ce qu'elle croyait. Quelques jours plus tard, les rires sont revenus. Mais cette fois-ci, la maison était vide. Nous dormions chez notre grand-mère. Il n'y avait absolument personne. Personne, sauf eux. Et puis, il y a eu un déménagement. Et au fond de moi, je savais que cette nouvelle maison serait différente. Pire, elle respirait quelque chose de plus sombre. Dès la première visite, une sensation de malaise m'a frappé. Au centre du grand salon vide, une chauve-souris à l'agonie battait faiblement des ailes. On n'en avait jamais vu d'aussi près. Et pourtant, aucun de nous n'a osé l'approcher. L'air semblait comme chargé, comme si quelque chose pesait sur nous. À l'étage, j'ai trouvé une petite boîte sur le rebord d'une fenêtre. À l'intérieur, un chapelet, des objets religieux. Exactement la même boîte était présente dans chaque chambre, comme si la maison tentait de se protéger elle-même, ou alors de retenir quelque chose. Mais c'est dans le grenier que j'ai vraiment senti la peur me traverser. Une corde de pendu pendait du plafond. Autour, des croix, des tableaux sombres, dérangeants. Et dans la cave sur le sol poussiéreux, il y avait une vieille poupée Barbie qui était un peu trop propre, trop neuve. Et juste à côté, un coin de terre semblait avoir été récemment creusé, comme si quelque chose avait été enterré là ou déterré. Une fois installées, les manifestations ont commencé, et elles ne se sont plus jamais arrêtées. La chambre de ma petite sœur semblait habitée. Mon père l'avait rénovée pour elle, mais elle refusait d'y dormir seule. J'y ai donc passé quelques nuits. À chaque fois, la même impression. Cette pièce n'était pas vide. Des coups dans les murs, des bruits dans le radiateur. Et il y avait aussi cette chose qu'elle appelait le vieux monsieur. Elle disait qu'il apparaissait, à chaque fois, au pied de son lit. Moi non plus, je ne dormais jamais seul. Je partageais mon lit avec mon frère, et souvent ma petite sœur nous rejoignait. Chaque nuit, à minuit pile, les lampadaires de la rue s'éteignaient d'un seul coup, toujours à la même heure, comme un signal. Et c'est là que j'ai vu son visage. Ses yeux, ils étaient devenus noirs, immenses, vides, et quand elle a crié, ce n'était pas un cri d'enfant, c'était un hurlement bestial, déformé, presque inhumain. Elle m'a sauté dessus avec une violence qui n'était pas la sienne. J'ai hurlé moi aussi, et c'est à ce moment-là que la lumière de la tour s'est allumée. La pièce s'est figée. Ma sœur tremblait. Elle pleurait. Elle jurait qu'elle ne s'était jamais levée, qu'elle avait eu trop peur du noir pour bouger. Ce n'était qu'un souvenir parmi tant d'autres. Il y en a encore. La photo apparue dans le miroir, les coupures de courant parfaitement synchronisées, la petite fille que j'étais la seule à voir, et surtout cette ombre, celle du vieux monsieur. Je sais qu'il est encore là. Je le sens. Il ne nous a jamais quittés. Histoire paranormale très lourde. Ça doit être épuisant de vivre constamment comme ça dans
cette sorte de peur latente que chaque nuit on va voir ce vieil homme. Qui était-il? Si on se plonge vraiment dans un aspect paranormal à 100%, on pourrait imaginer que ce fameux vieil homme est un ancien habitant, peut-être celui qui aurait utilisé la corde de pendu qui était restée dans le grenier. Quelques recherches pourraient le montrer, ou peut-être se documenter auprès des mairies. Après, cette histoire s'étant déroulée durant l'enfance de l'abonné qui me l'a partagé, naturellement ça peut être assez compliqué maintenant de le retrouver. J'avais 8 ans quand mes parents ont décidé de s'installer dans cette vieille boulangerie, quelque part dans un petit village du Nord, pas loin de Lille. Dès la première visite, j'ai su. Quelque chose clochait. Il y avait comme une lourdeur, une présence sourde qui semblait tapie dans les murs, comme si l'endroit n'avait jamais été béni. Un soir, ma grande sœur est venue passer la nuit, mais elle a profité du week-end pour nous rendre visite. On avait décidé de regarder des films d'horreur ensemble. C'était bête, on riait, on avait peur, comme tous les enfants. Mais à un moment, un des personnages du film a tapé contre un mur, et une autre entité lui a répondu. Ça nous a fait frissonner. Alors, on a voulu essayer, juste pour jouer. Un coup contre le mur, puis un autre, et là, 3 coups, sec, sourd, lourd, juste derrière nous. Ce n'était pas le vent, ce n'était pas un écho, c'était juste là. D'un coup, l'air est devenu glacial, la pièce s'est contractée, j'avais l'impression qu'elle respirait autour de nous. On s'est glissé sous la couette, tremblante, le cœur battant très fort pour parler. Puis sans comprendre comment, on s'est endormi. Ou peut-être qu'on a juste perdu connaissance. Le lendemain, ma sœur est repartie. Mais moi, je n'arrivais plus à penser à autre chose. Alors, j'ai voulu comprendre. J'ai traversé le couloir et je suis entré dans la pièce voisine, celle de l'autre côté du mur. L'ambiance y était différente, très oppressante. Il y avait quelque chose dans l'air, quelque chose que je ne voyais pas, mais qui m'observait. Je me suis approché d'une vieille armoire, sans trop savoir pourquoi. Mes mains ont glissé sur le bois poussiéreux, et je l'ai poussé. Et là, j'ai vu un trou. Pas plus grand qu'un téléphone, mais noir, profond. Un noir comme on n'en voit jamais, sans fin. Et sans réfléchir, j'y ai passé la main. Quelque chose m'a attrapé. Une poigne brutale, glaciale, qui m'a tiré vers le bas comme si elle voulait m'emporter. J'ai hurlé et je me suis débattu. J'ai réussi à me dégager et je me suis mis à courir sans me retourner. Je n'ai plus jamais remis les pieds dans cette pièce. Les années ont passé, mais la maison ne m'a jamais vraiment laissé en paix. Un jour, une fuite d'eau a forcé mes parents à me demander de descendre à la cave. J'étais seul, la lumière était faible, presque dévorée par les ombres. Les murs étaient blancs, mais on aurait dit qu'ils absorbaient la clarté. Des étagères croulées sous des bouteilles anciennes, certaines brisées, d'autres encore pleines. Je me suis toujours demandé pourquoi personne ne les avait jamais jetées. Et puis je l'ai vue, une pièce, au fond, complètement avalée par l'obscurité. Mais pas une obscurité normale, quelque chose de plus vivant. J'ai essayé d'allumer la lumière, mais l'ampoule était morte. Une odeur infecte s'échappait de l'ouverture, moisie, putrifiée. J'ai couru chercher une lampe torche, et quand je suis revenu, j'ai pointé le faisceau lumineux vers l'intérieur. Et la lumière a rebondi, comme si la pièce refusait d'être éclairée, comme si elle rejetait le monde extérieur. J'ai voulu avancer, mais mon corps, lui, a refusé. Mon cœur battait si fort que j'ai cru m'évanouir. Je suis remonté, et plus jamais je n'y suis redescendu. Plus tard, à 12 ans, j'ai découvert que cette maison avait été autrefois non pas qu'une boulangerie, pas seulement, mais aussi un bar, un lieu de passage, de fête, mais aussi de bagarres, et parfois même de meurtres. Des meurtres qui auraient eu lieu dans la cave, dans cette fameuse pièce où je n'osais plus remettre les pieds. Et depuis que je sais tout cela, une seule question me hante, chaque nuit où je crois entendre des bruits sous mes pieds. Qu'est-ce qui dort encore là-dessous ? J'avais cette fois-ci 15 ans quand mes parents ont enfin voulu vendre cette vieille boulangerie. Je croyais que tout allait s'arrêter là, que le pire était derrière moi, mais le mal ne s'efface jamais vraiment. Il déménage avec nous. On est resté dans le même village.
La nouvelle maison datait de 1986, un détail qui peut sembler anodin, mais qui s'est gravé dans ma mémoire sans que je sache pourquoi. Pendant la visite, tout semblait calme, trop calme. Mais la cave, encore une fois, c'est elle qui m'a glacé. La maison avait mis du temps à trouver preneur. Trop de choses à vider, trop de silence. On a tout débarrassé, enfin presque tout. Dans un recoin de la cave, il y avait ce vieux bureau, poussiéreux, oublié, encore rempli de documents jaunis. Personne ne savait pourquoi on l'avait gardé. Mais chaque fois qu'on y posait quelque chose, l'objet tombait, comme si le meuble refusait toute intrusion. Au début, tout allait bien, mais plus je descendais à la cave, plus quelque chose s'installait en moi. Une colère, sourde, étrangère, comme si un autre habitait encore cet endroit. Un soir, en pleine nuit, je suis descendu dans la cuisine chercher un verre d'eau. Et là, je l'ai vue, dans le reflet du four. Une ombre, petite, noire, de la taille d'un enfant. Elle était juste derrière moi. Et je suis resté figé, incapable de bouger, incapable de respirer. Puis j'ai couru me réfugier dans ma chambre. Et plus tard dans la nuit, à 4 heures du matin, quelque chose m'a effleuré la main. Je me suis réveillé en sursaut et j'ai vu une main blanche. Elle a glissé sous mon menton, lentement, comme pour m'obliger à regarder. Devant moi, une femme flottante, spectrale, les cheveux longs, la robe blanche comme du brouillard. Puis, le noir est venu. Mon corps s'est éteint et j'ai sombré dans un sommeil sans rêve. Au petit matin, j'ai voulu me convaincre que tout cela n'était qu'un cauchemar. Mais plus tard, en m'installant sur le canapé du salon, je l'ai revu. L'enfant, plus net cette fois. Il portait une salopette marron. Ses vêtements venaient d'un autre temps. Il ne bougeait pas, il ne clignait pas des yeux. Et alors, tout a basculé. Mes parents ont commencé à se disputer, sans raison. Des cris, comme sortis de nulle part. Une rage qui ne leur appartenait pas. J'en étais sûr, je le savais. C'était la maison. Les années ont passé, et l'ambiance s'est assombrie. Toujours cette tension, cette colère suspendue dans l'air. Et ce fameux bureau, ce fichu bureau, resté là, dans l'ombre de la cave, intouchable. À mes 18 ans, ma mère est partie. Elle s'est installée à 40 minutes. Mais même loin, on n'en sortait pas indemne. Un jour, je lui ai demandé « Maman, tu ne te sentais pas différente là-bas ?» Elle a hésité et puis elle m'a répondu qu'elle se sentait tout le temps en colère, comme épiée. Et elle m'a avoué qu'elle aussi, elle avait vu ce petit garçon, une fois, et qu'elle n'avait jamais osé le dire. Des années plus tard, nous avons reçu un appel. Le nouveau couple qui vivait dans la maison recevait encore notre courrier. Je suis allé avec ma mère le récupérer. La maison avait été complètement refaite. Peinture neuve, meubles modernes, tout semblait beaucoup plus vivant. Ma mère, par pure politesse, a demandé si ce nouveau couple se sentait bien dans la maison. La femme a souri, un peu mal à l'aise, et elle a dit qu'elle et son mari étaient tout le temps en colère, et qu'ils avaient souvent cette désagréable impression d'être observés. Sans réfléchir, je lui ai dit droit dans les yeux « C'est le petit garçon, n'est-ce pas, qui vous regarde ?» Et la nouvelle habitante a répondu que oui, c'était bien lui. Quelques années plus tard, en repassant devant la maison, j'ai appris que le couple avait fini par se séparer. Les disputes étaient devenues trop fréquentes. L'amour n'avait pas survécu à cette maison de l'enfer. Et aujourd'hui, à l'âge de 26 ans, je me demande parfois si, dans la cave de cette maison, il reste encore ce bureau oublié. Est-ce qu'il attend encore là, tapis, avec cet enfant qui ne semble pas vouloir partir? Je vivais avec Julien depuis plus de 3 ans. Notre quotidien était simple, sans heurts, sans problème, jusqu'à ce jour. Le jour où ma mère est venue nous rendre visite pour la première fois. Dès qu'elle a franchi le seuil de la porte, quelque chose a changé. L'air est devenu plus lourd, plus dense. Julien, pourtant rationnel jusqu'à l'excès, en a même froncé les sourcils. Il ne disait rien, mais je savais qu'il ressentait la même chose que moi. Une sorte de gêne, une tension étrange, presque oppressante. Sans trop réfléchir, j'ai poussé ma mère à repartir un peu plus tôt que prévu. Je pensais que ça calmerait les choses, mais c'est à ce moment-là que l'enfer a commencé.
Les premières semaines, les signes étaient plutôt discrets. Une assiette glissant toute seule sur la table, une bougie au-dessus du canapé qui tombait sans raison. Un jour, elle est même tombée sur la tête du petit frère de Julie. On a tenté de rester calme, de trouver des explications logiques. L'air, la pente du meuble, la buée, rien ne tenait. Puis, il y a eu ces ombres que je voyais passer furtivement derrière la paroi de la douche. Et toujours à cette même heure, 3h30 du matin, les étagères de la salle de bain tombaient toutes seules. Julien s'est réveillé une nuit en sursaut, complètement apeuré. Il a regardé l'horloge. Il était 3h04. Et le matin, elle était figée sur cette même heure. On en a changé les piles, mais l'horloge n'a plus jamais refonctionné. On en était presque sûr. Quelque chose habitait chez nous. Une sorte de présence, invisible mais constante. Comme si quelqu'un se tenait en permanence entre nous et la porte d'entrée, à nous observer, à nous user. On sortait souvent, sans raison, juste pour essayer de respirer, pour fuir cette maison qui nous oppressait. Mais tout cela, ce n'était que le début. Pendant 1 an, notre vie s'est lentement effondrée. Des disputes éclatées sans déclencheur particulier. Les nuits devenaient cauchemardesques. L'oppression devenait physique. Et puis c'est là qu'on l'a vu. C'était un soir comme un autre. La porte de notre chambre restait toujours entr'ouverte pour laisser passer le chat. Et depuis notre lit, on pouvait voir directement le couloir. Et là, dans l'ouverture, il était là. Cette silhouette d'homme immense. Sa tête dépassait largement la hauteur de la porte. Il portait un haut de forme. Ses bras étaient anormalement longs. Ses doigts fins, osseux, presque inhumains. On ne distinguait pas son visage, mais on savait, on en était sûr. Il nous regardait. Et chaque nuit, il revenait pour nous tourmenter. On a tout essayé, encens, prière, nettoyage, mais rien n'y faisait. Une nuit, la boîte à outils sous notre lit s'est mise à trembler, toute seule. Le chat était là, à côté de nous, endormi, puis 3 coups sous le sommier. 3, lents, profonds. Et ce fut à mon tour d'être réveillé, un soir figé sur le dos. Je me suis dit que c'était une paralysie du sommeil, que je ne pouvais plus bouger à cause de cela, mais je sentais toujours cette présence, quelque chose au-dessus de moi, cette créature noire, à peine humaine. Ses bras griffus se sont alors tendus vers moi. Elle a essayé de m'entraîner vers le balcon, et cette voix dans ma tête, froide, glaciale, qui me répétait sans cesse « Saute ». J'ai hurlé intérieurement. J'ai tout donné pour me libérer, et finalement, heureusement, j'ai réussi. C'est là que j'ai compris. Si on ne faisait rien, on allait probablement mourir. En désespoir de cause, nous avons contacté un voyant que ma famille connaissait. Il a demandé des photos de l'appartement et sur celle de la fenêtre de notre chambre, il a vu 5 visages. Pas un, mais bien 5. Le voyant a dit qu'on avait bien fait de l'appeler, car l'homme derrière la porte n'était pas seul. Il nous a donné des prières à réaliser. Il nous a dit d'ouvrir toutes les fenêtres, de laisser sortir ce qui s'accrochait. Et ce soir-là, j'ai senti quelque chose s'envoler. Un poids énorme qu'on portait sans même s'en rendre compte. L'air était enfin redevenu normal, plus léger. Julien n'avait plus de migraine. On dormait enfin à nouveau. Le voyant nous a dit que cette chose était là pour nous briser, nous éloigner de nous-mêmes, de tout ce qui nous protégeait. Mais que désormais, tant que nous récitions les prières, nous étions à l'abri. Et quelques jours plus tard, ma mère est revenue. Elle a encore une fois franchi le seuil de la porte, balayé la pièce du regard et, sans rien dire, elle est repartie. Elle n'est restée que 5 minutes à peine. Elle ne supportait plus l'énergie du lieu. Et c'est là que j'ai compris. C'est elle qui avait emmené quelque chose. Peut-être sans le savoir, peut-être pas. Mais désormais, ça ne pouvait plus entrer. On l'avait chassée et l'accès à notre maison lui était banni. Depuis, Julien et moi prions tous les soirs, et la porte de notre chambre reste constamment fermée la nuit. Mon histoire se passe en 2015. Avec 2 amis, nous avions été invités à passer une soirée dans un appartement que je ne connaissais pas. C'était chez un certain Hugo, une vague connaissance. L'adresse, un vieil immeuble paumé au fond d'une rue silencieuse, quelque part dans une banlieue grise. Il devait être un peu plus de 20 heures quand on est arrivé. Dès que j'ai mis les pieds dans le hall, j'ai senti un frisson remonter le long de ma colonne vertébrale. Il y avait un froid étrange. L'escalier en colimaçon grinçait sous nos pas, et à chaque marche, j'avais cette impression bizarre, comme si quelqu'un descendait pendant qu'on montait. Une présence dans mon dos, discrète et collée à moi. J'étais même pas encore entré que mon instinct m'avait déjà soufflé que quelque chose clochait. Mais une fois dans l'appartement, tout semblait normal. On a passé une belle soirée,
avec des bières, des discussions. L'ambiance se voulait plutôt détendue. Et à 21h30, je me suis levé pour aller aux toilettes. Et c'est là que tout a vraiment commencé. Les toilettes étaient plutôt banales, à un détail près. Il y avait une grande fenêtre juste au-dessus, à hauteur de mon visage. Elle était grande ouverte. Trouvant cela bizarre, je l'ai refermée. J'ai vérifié le loquet, je l'ai bien enclenché, puis je suis retourné dans le salon. 20 minutes plus tard, à cause des bières, j'y suis retourné. Et là, la fenêtre était à nouveau ouverte. Curieux, j'ai demandé si quelqu'un était passé par là et avait réouvert la fenêtre, mais tout le monde m'a répondu que non. Les conséquences d'un courant d'air ont été évoquées. J'y crois pas trop, mais j'ai laissé les choses couler. Et j'ai refermé la fenêtre, je me suis même assuré que rien ne pouvait la faire bouger ne serait-ce que d'1 centimètre. Encore 20 minutes passent et ma curiosité me pousse à vérifier si la fenêtre est toujours encore fermée. Mais de nouveau, elle était ouverte. Là, j'appelle mes amis. Je leur montre, ils voient tous que c'est pas normal, mais ils rigolent de la situation, se moquent de moi. Je commence à sentir que quelque chose ne tourne pas rond, donc je referme la fenêtre devant eux pour qu'ils me servent de témoin. Notre soirée reprend et un peu plus tard, je décide de retourner vers ma voiture pour récupérer quelques bouteilles. Mais en arrivant au niveau de la porte d'entrée de l'appartement, je remarque qu'elle est ouverte. Je trouve ça bizarre, donc je la referme en partant, et en revenant, encore une fois, la porte est ouverte. D'un côté, je me dis que peut-être des amis ont été négligents et ont oublié de fermer la porte et l'ont derrière réouverte, mais ça me paraît un peu trop bizarre. Il y a quelque chose ici de suspicieux. Plus tard dans la nuit, en discutant de la fameuse fenêtre, un pote propose de vérifier la porte d'entrée. Je leur en avais parlé et ça avait aussi attisé leur curiosité. Cette fois-ci, la porte était grande ouverte. Personnellement, je prends la situation au sérieux. Je montre toujours à mes amis que je verrouille les deux loquets et on se dit que 20 minutes plus tard, l'état de la porte. Le délai s'écoule et au bout de celui-ci, nous partons faire notre constatation. Et encore, la porte était ouverte. Cette fois-ci, un malaise s'est installé entre mes amis et moi. Personne n'a rien entendu, aucun bruit, aucun déclic, et pourtant les deux loquets ont bel et bien cédé. Il était presque minuit. L'ambiance était là, très différente. Elle est devenue poisseuse. On décide donc tous de se coucher. J'ai partagé une chambre avec un ami, simplement pour me rassurer. Et vers 2 heures du matin, je me suis réveillé la gorge extrêmement sèche. Je me suis dirigé vers la cuisine, lentement, et la porte qui mène à cette pièce est en verre flouté, comme celle qu'on voit dans les vieilles maisons. En m'approchant, je sens que le froid revient petit à petit. Cette présence que je sentais. Alors j'ai tourné légèrement la tête vers la vitre, et c'est là que je l'ai vue. Une silhouette, grande, noire, immobile, qui se tenait juste derrière la porte, comme si elle m'attendait. Mon corps a réagi avant mon cerveau. J'ai ouvert d'un coup et quitté la pièce, le cœur sur le point d'exploser. Je me suis précipité pour retrouver l'ami qui partageait la même chambre que moi. Je l'ai réveillé, et il n'était pas en colère ou amusé de ma peur. Il m'a juste dit « Viens, on va vérifier ». Et on a tendu l'oreille. On a écouté, et on a entendu des bruits de pas, lents, lourds, d'abord dans le couloir, puis chambre après chambre, jusqu'à la cuisine. On était figés. C'est comme si cette chose nous recherchait dans l'appartement. J'ai dit à mon ami qu'à 6 heures du matin, je comptais m'en aller. Je ne comptais pas rester 1 minute de plus dans cet endroit. Et c'est là que j'ai été coupé par un autre bruit, celui de l'eau. Le lavabo a commencé à couler, puis la douche. Notre chambre était juste à côté de la salle de bain, et on était les seuls à réveiller à ce moment. Doucement, je suis allé vers la salle d'eau. Petit à petit, en silence. Le sol était mouillé, le lavabo éclaboussé. La douche, elle, était dans un état comme si elle venait d'être utilisée. Il était 5 heures passées à ce moment-là, mais c'était déjà trop peu. J'ai pris mes affaires et j'ai quitté cet appartement. Je n'ai dit au revoir à personne, je n'ai pas regardé derrière moi. Et depuis ce jour, je n'ai jamais remis les pieds dans cet immeuble, ni même dans cette rue. Cette histoire-là, c'est une histoire qui n'est absolument pas paranormale. C'est quelque chose de très terre-à-terre et vous allez voir, elle est atroce. Je m'appelle Tristan et je suis photographe professionnel dans le milieu du charme où j'ai une certaine réputation. J'ai toujours tenu la ligne. Élégance, respect, aucun écart de conduite. Jamais. Jusqu'à un jour. Tout avait commencé sur Instagram. Une fille du nom de Léa me contacte. Elle adore mon travail. Elle complimente mes différents projets, elle me pose des questions. On discute un peu et c'est là qu'elle me parle de ses envies de shooting. Elle vit à Annecy, donc à 700 km de chez moi, mais j'y ai vécu. J'y ai encore des souvenirs, mais surtout des amis. Donc je me suis dit, pourquoi pas. Je lui ai fait un devis,
assez élevé quand même pour couvrir le trajet, et elle a accepté sans sourciller. Elle a versé un acompte, et elle a promis que le reste serait versé en liquide le jour J. Et c'est là que les messages ont commencé à changer. Ils devenaient plus personnels. Les compliments se sont transformés en allusions. Puis il y a eu ensuite des photos. D'abord de jolies photos, puis des photos assez explicites. Parfois un peu trop. Donc j'ai décidé de maintenir une certaine distance autant que je le pouvais. Mais elle était vraiment sublime. Et quelque part, il y avait une petite voix en moi qui commençait à me murmurer quelque chose. Cette vieille envie enfouie, ce fantasme caché qu'un jour, un shooting dérape. La veille du rendez-vous, j'arrive à Annecy. Je dors chez des amis, tout semble normal, mais j'ai comme ce pressentiment. Je ne l'ai jamais fait, mais ce soir-là, j'ai activé la localisation Snapchat. J'ai envoyé l'adresse à mes amis et je leur ai dit que si je ne leur donnais pas de nouvelles avant 16h30, qu'ils viennent me chercher. Le lendemain, le jour du shooting, je me rends sur place. L'immeuble où je me suis rendu était plutôt banal. Léa m'a ouvert et elle était encore plus belle que sur ses photos. Accueillante, chaleureuse et souriante, accompagnée, donc ça m'a rassuré. On a discuté autour d'un café et Léa, ainsi que son ami, vont se changer pendant que j'installe tout mon matériel. Trépied, flash, objectif. À la fin de l'installation, tout est enfin prêt. Les deux filles ressortent, en lingerie, toutes les deux. Je reste figé parce que ce n'était absolument pas prévu. Elles se sont installées sur le canapé. Elles se sont regardées, elles ont commencé à se caresser, lentement, à s'embrasser, puis à se déshabiller. Là, Léa m'a fixé. Elle m'a dit alors, « Qu'est-ce que tu attends pour nous rejoindre ?» Elle a pris ma main, et je savais que j'aurais dû refuser, mais j'ai craqué. Ce qui suit, je l'admets, je n'en suis pas fier. J'ai franchi une ligne, et j'ai laissé mon éthique à la porte. Et puis d'un coup, clac, une menotte sur mon poignet. J'étais attaché, complètement nu et figé. L'amie de Léa s'est mise à éclater de rire, elle aussi. C'était bien, parce que nous, on a tout filmé. J'ai l'impression que le sol sous mes pieds va s'effondrer. Mon cœur commence à battre rapidement dans ma poitrine. J'ai l'impression qu'il va exploser. Mon téléphone est envoyé à travers la pièce. Et là, une porte s'ouvre brusquement. Un homme entre, grand, barbure, un regard noir. Il me dit alors, « Elle te plaît ma copine ?» Et il rigole, avec un rire froid, cruel. « Tu vas nous donner ton matériel et 2000 €. Sinon, j'essaye de répondre, de gagner du temps, mais je leur explique que je n'ai pas la somme et que mon matériel à lui-même vaut plus de 10 000 €. Je cherche une échappatoire, que j'ai besoin de ce matériel pour vivre, et je n'y arrive pas. Mais avant que je ne puisse dire quoi que ce soit de plus, je ressens un choc derrière la tête, une douleur vive, et d'un coup, je perds connaissance. Je me suis réveillé plus tard, à l'hôpital. Tout était flou, mon crâne battait comme un tambour, et mes amis étaient là, tendus, inquiets, et petit à petit les souvenirs sont revenus lentement par fragments. Les menottes, les rires, le visage de cet homme. Là, les policiers sont entrés dans la pièce. Ils m'ont dit que, n'ayant pas eu de nouvelles, mes amis sont allés à l'adresse que je leur avais donnée et ils ont vu mon téléphone à l'intérieur. Ils ont appelé la police et les agents ont forcé la porte. J'étais encore attaché, nu et inconscient. Léa a été arrêtée, elle était seule sur place. Mon matériel, lui par contre, avait disparu. J'ai décidé de porter plainte pour séquestration, violence et chantage. L'ami de Léa et l'homme barbu ont été retrouvés quelques jours plus tard, interpellés. J'ai heureusement pu récupérer mon matériel, mais jamais ma sérénité. Depuis ce jour, j'ai changé, tant personnellement que professionnellement. Je ne réponds plus à ce genre de messages. Je vérifie absolument tout. Je ne pars plus seul, parce que je le sais, ce jour-là, j'ai failli perdre bien plus qu'un appareil photo. J'ai failli perdre ma carrière, ou peut-être même ma propre vie. Effectivement, Tristan a eu énormément de chance dans cette histoire. Heureusement que dans son histoire, les personnes qui se sont prises à lui en avaient plus après son argent et son matériel qui avaient une certaine valeur plutôt qu'à sa propre vie, parce que je suis d'accord avec lui, je pense que si leur objectif c'était de tuer quelqu'un, Tristan n'aurait jamais pu raconter son histoire aujourd'hui. Je venais de sortir de cours, sac sur l'épaule, écouteurs dans les oreilles. C'était un de ces après-midi sans saveur, sans rien de marquant. Mais tout a basculé. Je marchais sur un trottoir, comme d'habitude, rien d'inhabituel, jusqu'à ce que je vois
quelqu'un surgir. Une fille de 17, 19 ans pas plus. Elle avait traversé la rue en courant, sans regarder la route. Un poids lourd arrivait à pleine vitesse et j'ai même entendu les pneus hurler, le crissement atroce du freinage. J'ai cru qu'elle allait se faire renverser. Mais elle a réussi à passer de justesse. Le camion s'est arrêté dans un souffle brûlant et elle s'est retrouvée devant moi, complètement essoufflée mais aussi tremblante. Perdue devant ce spectacle, j'ai ralenti. Tout mon corps s'est tendu d'un coup. Je sentais que quelque chose n'allait pas. Il y avait comme une tension dans l'air, un silence un peu trop chargé après la scène que je venais de voir. Et d'un coup, la fille s'est mise à crier. Mais pas de panique, pas de peur. Elle criait de manière brute, de manière désarçonnée, comme si quelque chose s'était déchiré à l'intérieur d'elle. Et là, sans prévenir, elle s'est retournée et elle s'est fracassée la tête contre un portillon métallique. Elle ne se donnait que des coups secs, extrêmement violents. Le son du choc m'a transpercé, ça m'a fait sursauter. Sans le vouloir, j'ai vu le sang de cette personne, qui coulait sur son visage en abondance. Il y en avait beaucoup trop. Elle s'était ouvert le front, ses cheveux en étaient trempés. Son teint blême était devenu rougeâtre à cause du sang. Et je ne sais pas pourquoi, comme attiré par ce qu'il se passait, je me suis approché. Et c'est là qu'elle m'a vu, comme si je n'existais pas avant. Elle s'est figée, nettement, comme un animal acculé qu'on avait pris à partie. Nos regards se sont croisés et elle s'est mise de nouveau à hurler, avec un cri perçant, sauvage. Et au bout de ce cri, elle s'est mise à courir vers moi. Cette fille, au visage ensanglanté, aux yeux écarquillés, me fonçait dessus, les bras tremblants, mais dans son regard, il n'y avait absolument rien. À part peut-être un peu de terreur, comme si elle cherchait à fuir quelque chose ou quelqu'un. Naturellement, par instinct, j'ai reculé d'un bond, tétanisé. Je n'arrivais pas à comprendre ce que je voyais, ce que j'étais en train de vivre. Et c'est là que je l'ai vue. Une voiture, près d'un arrêt de tram, à une vingtaine de mètres plus loin. Le pare-brise était complètement fissuré, comme si quelque chose ou quelqu'un s'était écrasé contre. Et dans les éclats de verre, il y avait des cheveux, longs, sombres, coincés dans les fentes. Et je suis resté figé. Je ne saurais jamais ce qui s'est vraiment passé ce jour-là. Si cette fille était en train de fuir un accident, ou si elle était comme morte avant de courir. Mais une chose est sûre, cet événement est resté gravé dans ma mémoire, comme son regard, qui n'avait aucune peur, aucune douleur. C'était simplement le regard de quelqu'un qui a vu l'enfer, ou pire encore, qui a tenté de s'en sortir. J'avais 10 ans, j'habitais à Genève. Un week-end, une fille de ma classe, Louise, m'avait proposé de venir dans le chalet de sa famille en France. On n'était pas vraiment amis, juste camarades, mais comme nos mères se connaissaient bien, mes parents ont trouvé ça normal, même sûr. Le plan était plutôt simple. Je dormais chez elle le vendredi soir, et le lendemain matin, on partait avec sa mère et sa sœur pour le fameux chalet. Rien d'inquiétant. Quand mon père m'a déposé devant l'immeuble, j'étais un peu nerveuse, mais contente. Je suis monté en ascenseur et j'ai sonné chez Louise. Elle m'a ouvert, et tout de suite, quelque chose m'a semblé étrange. Il faisait presque nuit, et l'appartement était plongé dans le noir complet. Il n'y avait pas une seule lumière. Et surtout, il n'y avait aucun adulte. Pas de mère, pas de sœur, juste Louise, seule, comme si tout cela était parfaitement normal. Il y avait d'ailleurs ce silence pesant, une gêne que je ne savais pas nommer. Et c'est là qu'elle a reçu un appel. Elle m'a dit que c'était son beau-père qui était en bas, donc j'ai haussé un peu les sourcils, et je lui ai dit que je pensais qu'on ne partait qu'avec sa mère et sa sœur. De son côté, elle a haussé les épaules et a répondu qu'elles avaient changé d'avis et que c'était lui qui devait nous emmener. Moi, je ne le connaissais pas, et dès que je suis monté dans sa voiture, j'ai senti quelque chose de mauvais. Il y avait un malaise, flottant, invisible mais bien présent. Et à peine 5 minutes plus tard, il a reçu un appel. Et là, il s'est retourné vers nous, furieux. Il a dit « Je vais décrocher maintenant, fermez-la ». Ça m'a fait sursauter. C'était pas une remarque sèche, c'était une colère brutale, incontrôlée. Il m'a fait vraiment peur. Vraiment. On est arrivé au chalet, après à peu près une demi-heure de route. Cette maison était perdue au milieu de la campagne, sans rien autour. Une fois installée, Louise est descendue pour se préparer un verre d'eau et moi je suis resté seul dans la chambre. Et c'est là que le beau-père est entré. Son sourire me mettait très mal à l'aise. Il était trop large, trop expressif, pas sincère. Et il m'a dit que c'était normal d'avoir peur,
parce que j'étais loin de mes parents. Il s'est approché et il m'a dit que si je le désirais, je pouvais dormir avec lui. À ce moment-là, mon ventre s'est noué. J'avais envie de vomir. Je ne savais pas vraiment pourquoi, mais tout en moi me criait que ce qu'il se passait là n'était pas normal. Je suis descendu rapidement et il nous a retrouvés, Louise et moi, dans le salon. Il nous a demandé si on voulait aller dans le jacuzzi. Il m'a demandé si j'avais emmené un bikini et suite à ma réponse négative, il a répondu que c'était dommage. Il avait l'air sincèrement déçu. Plus tard, il a proposé de regarder un film d'horreur bien connu, Annabelle. J'ai dit que j'étais d'accord, et de toute manière, de mon côté, je ne savais plus quoi faire. À l'intérieur de moi, dans mon esprit, j'étais complètement perdu. Ma gorge était nouée, mon souffle coupé, mes mains étaient trempées de sueur, donc à un moment donné, je me suis levé et je me suis précipité vers la salle de bain où je me suis enfermé. Là-bas, j'ai appelé mes parents en tremblant. Je leur ai tout raconté. L'absence des adultes qui étaient normalement censés être présents, le jacuzzi, les propositions déplacées. Et mes parents m'ont dit de ne rien manger, de rester enfermé et qu'ils arrivaient sur le champ. Pendant que je parlais, le beau-père tapait à la porte. Il a entendu. Il a dit « Pourquoi tu fais ça? Tout allait bien. Pourquoi t'as peur ?» Et il frappait fort, de plus en plus fort sur la porte. Puis, d'un coup, il s'est calmé. Et quand je suis sorti de la salle de bain, il souriait à nouveau. Il m'a dit que le repas était prêt. Comme si rien ne s'était passé jusqu'à présent. J'ai décidé de ne pas toucher à un seul morceau de nourriture. Je n'avais plus confiance en rien, ni en lui, ni en Louise, ni en cette maison. Et quelques minutes plus tard, les phares de la voiture de mes parents ont illuminé l'allée. Je suis sorti sans un mot. Je suis monté dans la voiture, le cœur battant, le cœur tendu, mais enfin, j'étais loin de cet homme. Visiblement, Louise a réussi à s'en sortir, a très bien réagi face à un prédateur d'enfants. On ne peut que être satisfait en terminant son histoire, qu'à part une frayeur assez intense, rien de plus ne lui soit arrivé. Il y a encore quelques jours, je pensais que tout ça, c'était derrière moi, que c'était terminé, qu'il avait lâché prise. Mais certaines personnes refusent de disparaître. Mon ex et moi, on était dans le même collège, et notre relation n'avait jamais été simple. On a rompu il y a maintenant plusieurs mois, après une dispute sans importance. Il a essayé plus tard de me recontacter par message, par appel, mais j'ai toujours ignoré. Alors, il a décidé d'écrire à ma petite sœur, forcer le contact, et elle non plus n'a pas répondu. Mais récemment, en allant à mon cours de gym, je l'ai vu. Il m'attendait devant le gymnase. Il a essayé de me parler, mais j'ai refusé catégoriquement. Et là, devant mon refus, il m'a attrapé violemment et plaqué contre un mur. J'étais figé, tant physiquement qu'émotionnellement. Et pas seulement à cause du choc, mais parce que ce geste-là, cette manière brutale de m'empoigner, m'a renvoyé un an en arrière à une agression, celle que j'avais enfermée très loin, tout au fond de mon esprit. Il a continué à me tenir, à me parler, mais je ne l'écoutais plus. J'étais paralysé. C'est une de mes amies qui est passée par là, qui l'a repoussé, qui m'a libéré, et je suis rentré ensuite en courant dans le gymnase, en état de panique. Je voulais croire que c'était juste un moment, un écart, mais 2 jours plus tard, je l'ai croisé à nouveau dans la rue. Et c'était très bizarre parce qu'il n'habitait pas dans la même ville que moi. Et le lendemain encore, pareil. Le jour suivant, encore là. Et toujours au même endroit, toujours à la même heure. Il ne me parlait plus, il ne faisait que m'observer. Au début, j'essayais simplement de rester calme, de ne pas paniquer, de me dire que c'était toujours des coïncidences. Jusqu'à hier soir. Il était 22 h. Je rentrais d'un entraînement de gym, plutôt fatigué. Je m'apprêtais à fermer mes volets quand là je l'ai vu. Juste en bas, au niveau des haies de la résidence, il y avait une lumière, pas celle d'une voiture, celle d'une trottinette. Et sur celle-ci, il était là. Il me regardait. Son visage était éclairé par la lumière bleutée de son téléphone. Et lui avait les yeux levés vers ma fenêtre. J'ai tout de suite claqué les volets. Et je suis resté là, figé, à écouter le moindre bruit, à attendre. Et puis par curiosité, à un moment donné, j'ai rouvert, juste un peu. Et c'est là que j'ai entendu un bruit dans les buissons. J'ai tout de suite écrit à une amie. Elle l'avait encore sur Snapchat. Et elle m'a dit un truc qui m'a glacé le sang. Il avait 2 comptes, donc 2 téléphones. Et quand il éteint l'un,
plus personne ne sait où il est. Il peut être n'importe où. Et c'est là que j'ai craqué. Je suis allé voir mes parents, on a fait le tour de la maison, de la résidence, de la rue. Mais rien. Lui avait disparu, mais l'angoisse, elle est restée. Et aujourd'hui, j'ai un rendez-vous médical seul. Et depuis hier soir, une question tourne en boucle dans ma tête. Est-ce qu'il va revenir? Je ne crois plus aux coïncidences et quelque chose en moi me dit que ce n'est pas fini. Cette histoire est toute particulière parce que c'est une histoire qui est encore en cours. Quelles sont les intentions de ce jeune homme? Alors déjà, il est sûr qu'il a un caractère qui semble très violent, même violent physiquement. Je ne suis pas sûr qu'il soit au courant de quelle est la meilleure manière, si on veut éventuellement essayer de reconquérir le cœur de quelqu'un. La violence n'est jamais un moyen, ça c'est sûr et certain. Toi qui m'as raconté ton histoire, si tu reconnais ton histoire dans la vidéo, n'hésite pas à dire la suite des événements s'il y en a eu. J'espère pas, en tout cas sincèrement. Après je me demande si en parler à la police, parce que là on a clairement des états d'harcèlement, ça peut aider. Peut-être réussir à obtenir une ordonnance restrictive, étant donné qu'il t'a déjà attaqué physiquement et qu'il y a en plus eu de témoins vis-à-vis de ça. Peut-être qu'avec cette personne-là en plus, ça pourrait faire avancer les choses plus rapidement. Malheureusement, je n'en suis pas sûr. Donc vraiment, toi qui m'as raconté cette histoire, reste très vigilante, fais vraiment très attention. J'espère que ton rendez-vous médical où tu devais te rendre s'est bien passé. Mais si tu peux, vraiment, donne-nous des nouvelles. Je vivais à Bordeaux. Ce jour-là, j'étais avec une amie, Manon, comme d'habitude. Et c'était même plus qu'une amie, presque une sœur. Elle passait tellement de temps chez moi qu'on partageait presque le même rythme, les mêmes silences, les mêmes habitudes. On allait récupérer son chat, celui qu'on avait retrouvé après 5 mois de disparition. Il était revenu blessé, abîmé et même amaigri. Mais heureusement, ce jour-là, il allait mieux. C'était aussi un jour plus léger. Il faisait doux, le ciel était clair, le genre d'après-midi qui vous donne envie de respirer un peu plus fort. On était en avance, alors on s'est arrêté sur un banc. On a allumé une cigarette sans vraiment parler, juste à profiter du calme. Les gens passaient, un saxophone jouait quelque part au loin. Je regardais autour de moi, tranquillement, presque heureuse. Après nos cigarettes terminées, on a écrasé nos mégots et on a repris la route vers le cabinet du vétérinaire. On est passé par la place Gambetta, par ce petit jardin qu'on connaît par cœur. Et c'est là que je l'ai vu. Un homme assis non loin du chemin. Un sans-abri, rien de remarquable au départ, on en croise tous les jours, mais en une fraction de seconde, tout a basculé. Il a fait un geste, brusque, sec, animal, et mon corps a réagi avant mon cerveau. J'ai poussé Manon en avant violemment, comme si une alarme hurlait en moi. On a ensuite continué à marcher, plus vite, jusqu'à ce que je n'arrive plus à garder le silence. Ma voix est sortie aiguë et tremblante. « T'as vu ce que j'ai vu? T'as vu ce que j'ai vu ?» Manon s'est retournée, perdue. J'ai juste vu un truc bizarre avec sa gourde, je crois. Mais moi je tremblais. Mes jambes étaient molles, mon cœur battait trop vite. J'ai éclaté d'un rire nerveux et je l'ai attrapé par le bras pour qu'on continue à s'éloigner, qu'on traverse la route. Et c'est là que je lui ai tout dit. Je lui ai dit ce que j'ai vu. Ce n'était pas une gourde, pas du tout. Ce qu'il tenait, c'était un pigeon. Et il venait de lui arracher la tête avec les dents. Et ensuite, il l'a recraché au sol. Il a bu le sang comme on boit à une gourde. Manon est restée figée. Elle n'arrivait pas à comprendre. Et moi, je sentais que j'allais m'effondrer. On est arrivé au cabinet vétérinaire et je me suis assise. Je ne sentais plus mes jambes. Manon, elle, continuait de répéter qu'elle ne comprenait pas comment elle avait pu rater ça, ne pas le voir. Et avant de rentrer à la maison, on a voulu vérifier. Juste pour être sûr. Peut-être que j'avais halluciné. Peut-être que c'était un reflet, un truc que mon cerveau avait déformé. On est donc revenu sur les lieux. Et là, sur le sol, le corps d'un pigeon sans tête, et plus loin, le membre disparu. Tout était vrai. Et en me retournant, encore une fois, je l'ai vu. Lui, assis, calme, en train de discuter avec un garçon, un jeune à peine plus âgé que nous. J'ai voulu lui parler, l'avertir, mais je suis resté figé, complètement pétrifié. Ce jour-là, j'ai compris un truc que je n'oublierai jamais. Le pire, ce n'est pas ce qu'on voit dans les films d'horreur. Le pire, c'est ce qui existe, à quelques mètres de vous, et que personne ne remarque. Mesdames et messieurs, nous avons fini pour ces histoires d'abonnés. Je tiens à remercier du fond du cœur tous les abonnés qui m'ont partagé leurs histoires. J'espère que j'ai réussi à les retranscrire aussi fidèlement que possible. N'hésitez pas à me dire vous en commentaire ce que vous avez pensé de cette vidéo, cette petite narration à la première personne. Si ça vous plaît,
tant mieux, ça pourrait être l'occasion de refaire avec le petit décor, etc. Si ça vous a moins plu, bah dites-le moi aussi, et puis ce sera juste une petite ellipse dans la série de vidéos abonnés. Mais j'avais envie de me prêter un peu à l'exercice, donc si c'est une chose qui a été réussie, eh bien j'en serais ravi. Donc dites-le moi vraiment dans les commentaires, je compte sur vous. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez laisser un j'aime et vous abonner à la chaîne. Vous pouvez aussi me rejoindre sur Instagram pour vous aussi me partager une histoire qui vous est arrivée. AkenTV, ça s'affiche juste ici. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, c'était Aken. Salut!